Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Touche pas à mon compteur avec Maude Bigan. Bonjour Maude. Et bonjour Florian. Alors, de quoi tu parlais la semaine dernière avec Jérémy? Il me semble que c'était la 5G. C'est ça. En quelque sorte montrer que la 5G est un enjeu économique mondial. Que chacun veut s'accaparer les ressources sur les pays en voie de développement. Oui, et les nôtres aussi, on va le voir en fait. On a essayé de faire un premier socle, si vous voulez, un contexte que l'on va prolonger dans cette émission-ci. Pour la mise en place de la 5G, montrer que c'est effectivement un enjeu de domination mondiale qui s'inscrit dans une géopolitique et une guerre économique déjà bien en place entre notamment la Chine et les États-Unis, guerre économique dans laquelle nous sommes plutôt des vassaux des États-Unis de façon générale, comme on va le voir en particulier aujourd'hui, et dans laquelle les pays en voie de développement sont souvent des proies qui depuis à peu près 2 décennies et de plus en plus dans les dernières années deviennent un petit peu les cibles de la Chine qui se les approprie quelque part d'une certaine manière en termes de ressources, en particulier sous forme de partenariats apparents, mais qui surendettent ces pays et qui va les vassaliser à la Chine, comme on en a déjà parlé la semaine dernière. Une méthode qui est déjà très rodée, qui avait été employée déjà depuis plusieurs décennies, comme on l'a dit la semaine dernière, par les États-Unis. On a évoqué la semaine dernière donc un livre que je vous incite vraiment à lire, un livre de monsieur John Perkins, Perkins, qui s'intitule Confession d'un tueur à gages économique. Confession d'un tueur à gages économique. Donc ce monsieur était un tueur à gages économique, c'est-à-dire une personne employée par des grandes entreprises ou des grandes banques d'affaires américaines, mandatée en fait pour lors de projets disons qui étaient proposés à des pays en voie de développement pour leur proposer des prêts énormes, donc leur faire miroiter une sorte de retour sur investissement extrêmement valable qui justifiait cet endettement de leur pays et qui derrière allait amener évidemment à un mur de dette que le pays ne pourrait pas dépasser et qui devrait le contraindre à, par exemple, laisser venir le FMI pour faire des mesures d'ajustement structurel. Le FMI, le Fonds monétaire international, je ne sais pas si vous le savez, c'est une structure qui rachète la dette de pays très endettés, qui l'étale dans le temps. Des pays qui en plus généralement ont vu leur dette se créer dans le cadre de projets très importants où l'argent est revenu aux pays donataires parce qu'en fait c'était des entreprises des pays donataires qui ont fait le travail. Donc par exemple dans le cas de John Perkins c'était dans le cadre de l'énergie et donc lui c'était par exemple des énormes barrages hydroélectriques ou des choses comme ça. Les entreprises qui réalisaient ces travaux étaient donc déjà des entreprises souvent des entreprises américaines par exemple, en tout cas des entreprises occidentales qui du coup récupéraient les fruits de l'argent prêté également par l'Occident. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que nous sommes les vassaux des États-Unis? On va y venir spécifiquement pour l'Europe, justement pour nous, là, cette fois-ci, mais juste, je fais un dernier petit rappel pour conclure sur ce qu'on a dit la semaine dernière, pour montrer que c'est ce qui s'est passé aussi pour les pays en voie de développement. Vassaux, dans quel sens? Eh bien, à partir du moment où on est endetté, le FMI arrive et rachète la dette, étale la dette. Le pays doit se complaire, on va dire, c'est de l'anglais, to comply, doit obéir, on peut dire, en français, au diktat, ça on peut dire, du FMI dans le sens de l'austérité, c'est-à-dire la fin déjà des politiques de soutien sociaux et autres, ce qui a évidemment un impact appauvrissant pour une bonne partie de la population, mais également un impact très important sur le pays parce que le FMI demande la privatisation des grandes entreprises, des grandes ressources minières ou autres, par exemple, du pays, donc qui va du coup devoir vendre ses bijoux de famille à l'étranger, en particulier à des grandes entreprises. Donc là,
c'était souvent des grandes entreprises américaines dont je vous parlais, c'était une stratégie qui marchait très bien, qui va donc devoir également arrêter au nom du libre-échange, vous savez, de la concurrence libre et non faussée, qui va devoir arrêter de soutenir ses propres agriculteurs, par exemple, ses propres producteurs, qui va devoir ouvrir ses frontières à l'importation, par exemple, de produits, je cite les produits agricoles, mais qui sont généralement sponsorisés, subventionnés dans leur pays d'origine. Nous, c'est le cas en Europe, on a la PAC, la politique agricole commune. Les États-Unis également subventionnent leurs producteurs. Ce qui favorise pas la production locale. Eh bien, évidemment, les producteurs de ces pays en voie de développement sont absolument laminés parce qu'ils ne peuvent pas concurrencer des importations massives de produits qui sont bien moins chers parce que subventionnés par les pays riches, on va dire. Donc, je vous invite notamment, pour comprendre un peu aussi ce phénomène, à voir les impacts de l'ALENA, vous savez, l'accord de libre-échange nord-américain qui a été signé entre le Mexique et les États-Unis et le Canada. Vous avez un excellent petit documentaire d'à peu près 20 minutes de Marie-Monique Robin sur YouTube que vous pouvez voir, qui s'appelle Les déportés du libre-échange. Marie-Monique Robin, rappelons-le, l'auteur de Le Monde selon Monsanto, qui a fait donc d'excellents documentaires. Et là, elle a montré comment le Mexique a été là vassalisé aux États-Unis car obligé d'accepter les importations à très bas coût du maïs subventionné par donc les États-Unis pour leurs producteurs, sachant que le Mexique, lui, n'avait plus le droit de soutenir ses propres producteurs. D'où un effondrement complet de l'agriculture mexicaine et une émigration énorme et encore plus importante vers les États-Unis des paysans mexicains, qui vont d'ailleurs travailler aux États-Unis dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'agriculture et qui, donc par leur travail, concurrencent encore plus leurs compatriotes restés au pays. Voilà, donc un cercle vicieux absolument incroyable. Donc là, en fait, c'est le libre-échange, mais pas si libre que ça, évidemment, puisque les États-Unis, eux, ont gardé le droit de subventionner leur propre production. Voilà, donc quand vous comprenez un peu ce cercle vicieux, que vous voyez qu'on endette ces pays sous couvert de retour sur investissement, de développement, de choses mirifiques, et que finalement, derrière, il s'agit leur économie en ressort finalement laminée, elle en ressort extrêmement dépendante des interactions avec les pays du Nord, à la fois pour leur alimentation. Vous avez eu en 2008, suite à la spéculation alimentaire, énormément d'émeutes de la faim dans plus d'une quarantaine de pays, quand les prix des matières agricoles ont flambé parce que ces pays n'étaient plus autosuffisants alimentairement en raison de tout ce cercle vicieux dont je viens de vous parler. Il y avait évidemment aussi un impact militaire. Les États-Unis ont plus de 850 bases militaires dans le monde parce que ce qui va généralement à la clé de tout cela, c'est l'autorisation pour un pays riche d'avoir une base militaire. Donc les Russes en ont 66, les États-Unis 850. On voit le pouvoir de l'influence. Je dis pas que 66 c'est déjà pas beaucoup, mais 850 c'est absolument énorme. Et puis vous avez généralement un vote vassal à l'ONU, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le pays a, on va dire, son mot à dire, eh bien, il se range généralement aux côtés de ceux qui lui ont prêté ou qui tirent les ficelles, en fait, derrière les grandes institutions mondiales de façon générale, dont le FMI. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est une situation qui est en train un peu d'évoluer parce que la Chine, forte de cette énorme trésorerie qu'on lui a donnée à travers les délocalisations qui ont été, disons, réalisées au cours des 30-40 dernières années, a maintenant un poids économique énorme. Et effectivement, eh bien, ils commencent à utiliser ces finances-là pour prêter eux-mêmes à ces pays et les détourner de l'influence occidentale, qui n'était pas très bonne pour eux aussi. Donc, ces pays se laissent un petit peu leurrer, on va dire, se laissent attirer en espérant que peut-être les Chinois seront de meilleurs partenaires. Ils essayent autre chose. Je pense que malheureusement, ils essayent autre chose, mais qu'ils vont trouver que ce sont d'autres maîtres, mais que ce sont des maîtres quand même. Voilà. Alors, d'autant qu'on l'a dit la semaine dernière, les Chinois signent des concessions extrêmement longues sur les infrastructures type route de la soie, là qu'ils veulent mettre en place, des ports, des gares, etc. Pour donc des fois des très nombreuses années, jusqu'à 70 ans, 99 ans, des choses extrêmement longues, avec ces pays, quand ces pays ne peuvent plus rembourser les prêts qu'on leur a consentis pour faire ces infrastructures. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, on va voir comment également nous,
nous, pays théoriquement riches et théoriquement alliés, notamment des États-Unis, nous sommes également la proie d'actions agressives qui visent à rançonner nos entreprises, en particulier nos fleurons industriels, et qui font que souvent elles sont affaiblies par des sommes extraordinaires qu'il faut payer aux États-Unis dans le cadre d'une loi anticorruption qu'on va détailler à présent, et qui, sous couvert de bonne moralité, en fait, rançonne, on va dire, les entreprises. On va le voir avec le cas d'Alstom en particulier, mais c'est loin d'être le seul, pour ensuite l'affaiblir et proposer de les racheter. Et on voit que nos dirigeants, en fait, incompétence, lâcheté ou carrément compromission semblent tout à fait, disons, volontaires pour, ou en tout cas ne pas résister à cette grande braderie de nos intérêts. Et de choses que nous avons souvent payées, parce que c'est des grandes entreprises qui sont souvent soit des entreprises qui ont été nationalisées, donc payées par le contribuable. Ça a été le cas d'Alstom, par exemple, qui a été donc nationalisé en 2003 par Sarkozy, et donc qui avait été évidemment payé par le contribuable à cette époque. C'est le cas de beaucoup d'autres entreprises qui bénéficiaient de contrats publics, donc avec des fonds publics. Rappelons Lafarge, par exemple. Vous avez toute une série d'entreprises qui ont été perdues comme ça au cours des dernières années. Vous aviez Péchinet, vous avez eu Arcelor, vous avez eu, donc, comme je disais, Lafarge, vous avez eu Alcatel. D'accord. Donc je vous invite à écouter 2 excellentes interviews de la chaîne internet Thinkerview. Donc Thinkerview, c'est une chaîne internet que vous retrouvez aussi sur YouTube. Les vidéos. C'est pas une chaîne YouTube, c'est bien une chaîne internet. C'est une chaîne internet. Ils ont un site internet avec des. Mais ils ont également, voilà, vous pouvez les télécharger sur internet, sur leur site internet, ces vidéos, parce que ce sont des interviews. Alors on peut les écouter en audio tout simplement, mais elles durent quand même 2 heures, 2 heures et demie quasiment. Mais c'est généralement très très détaillé. Donc les 2 dont je vous parle, c'est d'abord celle du 8 juillet dernier. Donc c'est Patrick Pierucci, qui était un ancien dirigeant, haut dirigeant de Alstom, et qui a carrément été emprisonné par les États-Unis, utilisé comme otage économique en fait pour faire avancer et forcer la vente d'Alstom. C'était quand ça? On va le voir. Donc cette vente, elle a été mise en place autour de 2014. 2014 L'emprisonnement de 2013. D'accord. Voilà. Mais lui, il a passé un moment en prison, on va le voir. Ensuite, vous avez la deuxième qui fait écho à cette première interview déjà très intéressante, c'est celle du 25 juillet, si ma mémoire est bonne, 25 juillet avec Arnaud Montebourg, donc l'ancien président de l'économie, l'ancien ministre de l'économie, qui avait essayé de lutter contre cette vente d'Alstom justement, et qui là dénonce la manière dont on a bradé toute une série de fleurons français et qui essaye de donner des pistes pour s'en sortir, quoi. Voilà. Alors moi je vais essayer de vous faire un petit résumé des points saillants pour illustrer la manière dont ça se passe. Alors il se trouve que Monsieur Pierucci, donc en tant que haut dirigeant d'Alstom, avait de nombreux déplacements aux États-Unis à faire, et en 2013, alors que dès 2010, apparemment le Department of Justice américain, le DOJ, donc le ministère de la Justice américain, avait commencé déjà une attaque contre Alstom pour corruption, on va le voir. Eh bien, ce Monsieur Pierucci, il s'est fait emprisonné à l'occasion d'un de ses voyages en 2013 aux États-Unis, dans le cadre de cette affaire de corruption. Alors, il faut bien comprendre le contexte. D'abord, il se trouve que dans les années 70, sous le président Jimmy Carter aux États-Unis, il y avait eu une grosse affaire de corruption qui a impliqué un gros marchand d'armes américain qui s'appelle Lockheed Martin. Et tout est lié là. Alors, tout est lié. Suite à cela, à ce scandale, le président Carter avait fait passer une loi qui visait à essayer d'empêcher les entreprises américaines d'utiliser des pots de vin pour obtenir des contrats à l'étranger, dans le cadre évidemment de corruption d'agents officiels étrangers. Évidemment, cette loi n'a jamais été appliquée. Elle n'a jamais été appliquée parce que cette corruption, elle est généralisée, et que de façon vraiment très très universelle, pour obtenir un contrat quasiment partout dans le monde, il faut graisser les pattes, il faut donner des pots de vin. Donc pour ne pas désavantager les entreprises américaines, cette loi, pendant 25 ans, elle a été mise sous le tapis. Sauf que sous l'ère Clinton, ils se sont rendus compte qu'ils pourraient peut-être utiliser cette loi contre les entreprises étrangères, sous couvert d'appliquer cette loi d'un point de vue extraterritorial aux États-Unis, et sous couvert d'impliquer le fait que toutes les entreprises qui utilisent un système bancaire SWIFT, que certains connaissent peut-être, qui est un système qui va permettre des paiements interbancaires au niveau mondial en dollars, eh bien, du coup, tous ceux qui utilisaient ce système-là étaient sous la coupe des lois américaines.
Ce qui veut dire qu'on pouvait appliquer ces lois anticorruption sur des entreprises qui n'étaient pas des entreprises américaines, mais qui étaient des entreprises qui utilisaient le dollar dans leurs transactions. Or, pratiquement tout le monde faisait ça. Donc ça a été le jackpot et ça a été mis en place sous l'ère Clinton, mais ça a été généralisé sous l'ère Obama. Et l'idée a été vraiment, et on l'observe, et donc c'est très très bien détaillé dans ces 2 interviews que je vous invite à écouter, on voit comment on a rançonné toute une série de grosses entreprises en les accusant de corruption. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis ont fait pression autour des années 2000, d'abord sur l'ONU, mais ça n'a pas marché, puis ensuite sur les pays de l'OCDE, pour faire que les pays s'engagent à ne plus utiliser de corruption au niveau international, ne plus corrompre des agents étrangers. Alors évidemment tout cela c'est sur le papier puisqu'en réalité ça se poursuit et les entreprises américaines évidemment ne sont pas en reste, sauf que personne n'ose s'opposer aux grands géants américains et du coup poursuivre en justice le grand géant américain comme le grand géant américain poursuit en justice ses soi-disant alliés. Donc si vous voulez, en l'an 2000 il y a eu une sorte d'accord entre les pays de l'OCDE pour faire que on n'ait plus le droit, comme avant, parce qu'apparemment, avant, en France, par exemple, les entreprises déclaraient à Bercy leur pot de vin, et c'était défiscalisé de l'impôt sur les sociétés. Donc voilà, c'était du semi-officiel. À partir de 2000, ça n'existe plus. Sauf qu'évidemment, vous pensez bien que ça continue. Donc qu'est-ce qu'on fait? On passe par des consultants. Des consultants, par exemple pour Alstom, c'était à peu près standard. Ils donnaient 3% de la vente à des consultants locaux qui devaient aider à conclure la vente. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que des intermédiaires locaux, hommes de paille ou autres, allaient être les intermédiaires pour transmettre les pots de vin à ceux à qui on ne pouvait plus les donner directement. D'accord. Si je résume. Alors évidemment, les États-Unis se sont mis à faire la chasse aux consultants des entreprises qui concurrençaient leurs propres entreprises sur d'autres marchés. C'est ce qui s'est passé pour Alstom en Indonésie, où les États-Unis ont perdu un marché et où ils ont donc voulu accuser, évidemment, Alstom d'avoir, à travers des consultants, graissé la patte des locaux. Ce qui se fait de façon absolument généralisée au niveau mondial, y compris par les entreprises américaines. Et nous, puisqu'on a officiellement signé dans le cadre de cet accord de l'OCDE, eh bien, nous, comme d'autres, d'ailleurs, c'est le cas pour Siemens, par exemple, eh bien, on se retrouve à devoir régler des énormes pénalités de 700, 800 millions de dollars aux États-Unis, au Department of Justice américain, pour fait de corruption. Voilà. Et de façon plus importante, eh bien, on le voit dans le cas d'Alstom, par exemple, on se retrouve avec des entreprises fragilisées qui sont souvent un peu sous pression de la part du Department of Justice et qui se retrouvent finalement souvent vendues à des concurrents américains. Alors voyons comment ça s'est passé pour Alstom. C'est Monsieur Pierucci, qui a donc été emprisonné en 2013 suite à un de ses voyages là-bas, qui a étudié tout cela, il a eu du temps en prison, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le piège américain pour relater un peu tout ce qui s'est passé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont d'abord utilisé la NSA, la National Security Agency, pour intercepter énormément de mails, de communications diverses et variées de Alstom. Donc, sachant que nous, on est espionnés, comme l'a révélé Edward Snowden. On parlera des GAFAM un peu plus la semaine prochaine. Mais nous, par contre, quand par exemple Montebourg est allé à la DGSE ici en France pour savoir et les alerter sur ce qui se passait, on a dit non, nous, on n'écoute pas les Américains parce que les Américains sont nos alliés. Donc voilà, on va pas les écouter quand même. Alors vous voyez que c'est tout à fait deux poids deux mesures. Alors sur cette base-là, quand ils ont arrêté Pierucci, ils lui ont demandé d'être une taupe. Et ils lui ont demandé donc de porter dans des meetings une sorte d'enregistreur pour enregistrer toutes les conférences auxquelles il pouvait assister, tous les échanges. Apparemment, d'autres personnes le faisaient chez Alstom. Lui, il a refusé. Du coup, il a été utilisé comme moyen de pression sur Monsieur Cron, le président directeur général de Alstom, qui s'est vu menacé par le Department of Justice d'être mis en prison, lui, si il ne plaidait pas coupable dans cette affaire de corruption. Donc, sous pression, il s'est retrouvé à négocier avec General Electric. Figurez-vous que General Electric, d'après ce qu'a découvert M. Pierucci, a racheté 5 entreprises qui avaient précédemment été attaquées par le ministère de la Justice américaine. Et que General Electric faisait également partie, était également présent aux échanges, aux débats, entre guillemets, entre les dirigeants d'Alstom qui étaient interrogés et le Department of Justice. C'est pas tout à fait normal, hein. On a l'impression qu'il y a une action concertée derrière tout ça, évidemment. Et donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez en finale une entreprise qui se retrouve saignée
qui a soi-disant le choix entre peut-être être racheté par Siemens ou racheté, donc Siemens allemand, ou racheté par General Electric. General Electric promet de payer, si vous voulez, l'amende de plus de 700 millions. Le Department of Justice ne dit pas que General Electric n'aura pas le droit de payer l'amende. La vente est conclue sous couvert du fait que General Electric paiera l'amende et finalement General Electric ne peut pas payer l'amende. Le Department of Justice dira en finale que ça n'est pas possible puisque Alstom n'a pas complètement été vendu. Il en est resté 20%, la branche transport, au niveau français. Et donc, on a affaibli notre entreprise, une entreprise, rappelons-le, qui fabrique des chaudières nucléaires au niveau de nos entreprises, enfin de nos centrales civiles et de nos institutions militaires, ce qui veut dire que nous sommes maintenant pieds et poings liés d'un point de vue dépendance stratégique et économique aux décisions américaines. Si on refuse, ils feront comme ils l'ont fait déjà dans le cadre de la Deuxième Guerre du Golfe, ils nous couperont les vivres sur un certain nombre de choses, notamment les pièces de rechange. Donc ils l'ont déjà fait d'un point de vue militaire, ils peuvent tout à fait le faire d'un point de vue civil pour tout ce qui est pièces de rechange sur les centrales nucléaires. Donc on se met dans une situation de dépendance absolue. Et pour finir sur le sujet, Montebourg, qui avait quand même essayé évidemment d'empêcher que cette vente se fasse, vente qui a apparemment permis d'arroser copieusement au niveau financier Monsieur Cron, le directeur, ainsi que les membres du CA de Alstom, dans lequel il y avait la BPI, la Banque publique d'investissement française, censée veiller aux intérêts stratégiques supérieurs de la France, mais qui ne l'a pas fait. Eh bien, Montebourg a donc essayé de faire conclure 3 joint ventures, c'est-à-dire co-entreprises, pour garder 3 secteurs stratégiques: les réseaux, les chaudières nucléaires et les turbines hydroélectriques. Il a essayé de garder ça dans le giron de la France pour faire une vente, mais qui soit à 49-51, si vous voulez, entre l'État français qui renationalise tout cela et derrière Alstom, et derrière General Electric. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un an, le gouvernement Macron a donné son feu vert au fait que General Electric rachète l'intégralité des parts de l'État français dans ses entreprises stratégiques. Donc, on a vraiment une volonté de brader nos fleurons que nous avons payés, nos brevets, notre indépendance, nos emplois. Il est temps que les gens se réveillent. Merci beaucoup, Maud. À bientôt.